Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau forum Activons les sciences en classe, qui est donc organisé par la Fondation La Main à la Pâte en partenariat avec les cahiers pédagogiques, les Maisons pour la Science et l'Académie des Sciences. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique, c'est-à-dire une des disciplines scientifiques des arts libéraux du Moyen-Âge. Je suis accompagné par Ben Aïda. Bonjour Ben. Bonjour, je suis professeur des écoles, je suis également formateur, je suis également membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et je serai effectivement à l'affût du chat, de la discussion. Donc, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Voilà, pensez à bien garder vos caméras et micro éteints, je ne sais pas si tu l'as dit. Non, je ne l'ai pas dit, je comptais sur toi, ça tombe bien. C'est parfait. Euh, et donc, je suis également membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Donc, il s'agit de la deuxième édition de ce forum national qui rassemble des enseignants formateurs et des scientifiques qui se reconnaissent dans les principes d'une éducation aux sciences innovantes, attrayantes, contemporaines, invitant tous les élèves à découvrir et à comprendre le monde qui nous entoure. Cette année, le thème du forum porte donc sur la nature comme lieu d'humanité, d'apprentissage scientifique et de citoyenneté. Et nous souhaitons mettre en lumière les activités, les modalités expérimentées dans les classes ou en formation ayant pour même objet de renforcer les liens entre les élèves et la nature et nourrir ainsi leur curiosité, leur questionnement sur ce bien commun, cette biosphère dont nous sommes un élément et sans laquelle nous n'existerions pas. Et j'ajoute que nous maltraitons sérieusement. Le forum se découpera en deux temps, une table ronde d'à peu près 1h20, 1h25, nous avons pris un peu de retard. Puis de 11h à 13h, des ateliers en petits groupes pour présenter des projets, des ressources ou des dispositifs pédagogiques, donc en lien avec le thème du forum. Il n'y aura pas après les ateliers de restitution en réunion plénière, mais la table ronde est enregistrée et sera mise en ligne prochainement. Didier Roux donc, fera également en différé une conclusion à cette demi-journée qui vous sera envoyée par mail. Je vous rappelle donc ce forum, c'est un temps d'échange, de partage et de valorisation. Nous espérons que vous y participerez activement. Avant de commencer cette table ronde, il faut remercier les gens qui ont beaucoup travaillé à son organisation, Alba Kappa et l'équipe de la Fondation et des cahiers qui ont rendu possible cet événement, et les remercier pour toute cette organisation complexe. Leur dire aussi, à titre personnel, l'honneur et le plaisir que j'ai d'animer cette table ronde avec mon ami Ben Aïda. Jean-Claude Hamzen, est-ce que vous êtes là? Non, je Je ne... suis là. Si vous êtes là. Bon, bienvenue Jean-Claude, bonjour. Vous êtes médecin-chercheur immunologiste, président d'honneur du comité consultatif national d'éthique, auteur de l'émission Sur les épaules de Darwin de France Inter. Alors, je voudrais vous interroger tout d'abord à partir d'une phrase de Frantz Fanon, qui est un célèbre psychiatre mort en 1962, je crois, et qui écrit dans un livre Coup de poing, peau noire, masque blanc, que l'Européen colonisateur de l'Afrique était déjà sorti de la nature et n'avait plus conscience d'une biosphère qu'il exploite depuis lors, hors de toute considération raisonnable. Est-ce que la science maintenant, qui est très parcellisée, très spécialisée, n'a pas fini par cacher le monde qu'elle est pourtant censée décrire, Jean-Claude? Merci pour votre invitation et pour votre question. Oui, la science, les sciences sont source d'émerveillement, mais elles sont aussi parfois source de désenchantement. Et je pense d'autant plus qu'elles sont efficaces et qu'elles font appel aux mathématiques et qu'elles réduisent ce qu'elles étudient à l'état de point sur une courbe. Et la puissance de la théorie newtonienne de la gravitation, c'est d'avoir montré qu'on peut calculer la trajectoire d'un caillou qui tombe sur la Terre ou d'une planète qui tourne autour du Soleil en ne tenant pas compte des singularités de ces objets, mais simplement de leur masse. Et donc, lorsqu'il ne s'agit pas d'un caillou, d'une planète, mais d'éléments de la nature, de composantes de la nature auxquelles nous sommes particulièrement attachés, ou a fortiori lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, c'est assez déstabilisant. Et le philosophe Martin Buber disait que quand les sciences parlent de nous, elles disent il ou elle ou ceci ou cela, alors que nous vivons comme des jeux qui disent tu et qui veulent construire un nous. Et un des enjeux éthiques majeurs, disait-il, c'était de mettre ce que les sciences nous apprennent sur le monde et sur nous au service du jeu du tu et du nous, et pas d'instrumentaliser le jeu, le tu et le nous en fonction de ce que nous apprenons des sciences. Et donc, je pense qu'il est important d'inscrire, comme vous le faites,
les sciences dans la culture, au même titre que les arts, que la philosophie, que les spiritualités, et même, je dirais plus largement, de les inscrire dans ce que les humanistes de la Renaissance appelaient les humanités, et qui comportent le respect des personnes humaines. Et le très beau titre de cette journée, la nature comme lieu d'humanité, d'apprentissage scientifique et de citoyenneté, je pense que c'est important de lier toujours apprentissage scientifique, science et humanité, et de réaliser qu'on peut lier raison et émotion, que ressentir permet de mieux comprendre et que comprendre permet de mieux ressentir. Et à la fin de sa vie, Charles Darwin disait qu'il avait perdu tout goût pour la poésie, la peinture et la musique, et que son esprit lui semblait être devenu une espèce de machine à fabriquer des lois générales à partir de grands assemblages de faits, et qu'il pensait que cette perte de goût esthétique était une perte de bonheur, pourrait être délétère pour l'intellect, et plus encore pour le caractère moral, en affaiblissant la part émotionnelle de notre nature. Donc je crois que ce lien émotion-raison, science et culture est essentiel. J'ai toujours admiré Darwin pour le fait qu'il a conjugué une révolution abstraite des sciences du vivant avec une lutte pour l'humanité, une lutte contre les ravages de la colonisation, de l'esclavage et du racisme. Et puis, je pense qu'on oublie aussi parfois que les sciences peuvent au contraire nous rapprocher de la nature. La révolution darwinienne a fait que la nature nous a révélé que la nature n'était pas simplement ce qui nous entourait, notre environnement, mais c'était notre famille, que nous étions les cousins des arbres et des papillons et des poissons et des fleurs, et que ce qui nous distinguait des arbres et des poissons, c'était des variations sur le thème de la parenté au long d'une généalogie commune. Et un peu plus tard, les astrophysiciens nous ont révélé que nous étions les enfants et les cousins des étoiles. Donc je crois qu'il peut y avoir, il y a quelque chose de contradictoire dans l'approche scientifique, mais il y a quelque chose qui peut aussi nous rapprocher, nous émerveiller, nous rapprocher de la nature et des autres. Jean-Charles, il faut ouvrir votre micro. Oui. Oui, voilà, pardon, j'avais un souci, je ne pouvais pas le réactiver, vous venez donc de le refaire. Merci Jean-Claude, j'ai eu ce souci technique au moment où vous parliez. Merci de vos propos très, très clairs comme d'habitude. Isabelle, vous êtes directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture, et vous travaillez sur la création de matériel pédagogique pour les établissements scolaires. Comment votre action permet à l'élève de prendre conscience d'appartenance à une biosphère? Alors, Isabelle, effectivement, oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, donc j'ai créé un programme de sciences participatives qui s'appelle l'Observatoire des saisons, dans lequel nous avons mis effectivement beaucoup d'efforts ces dernières années pour produire des ressources pédagogiques, et notamment pour le public scolaire. Par exemple, nous avons édité récemment une exposition sous forme de bande dessinée et qui est téléchargeable sur notre site internet pour impression. Nous allons aussi réaliser dans quelques semaines un livret pédagogique à destination des enseignants, justement pour les aider à utiliser cette exposition dans leur programme de cours. Nous avons aussi des kits enseignants avec des déroulés de séances en classe, des jeux et encore bien d'autres ressources comme des vidéos, notamment la dernière en date réalisée pour Big de Science avec la main à la pâte sur les saisons. Et donc dans ce programme, en fait, on propose alors au public scolaire, mais au grand public aussi en général, d'observer le monde vivant et son environnement, puisqu'il s'agit en fait d'observer les rythmes saisonniers de plantes et d'animaux, c'est-à-dire les événements qui reviennent chaque année dans la vie d'une plante ou d'un animal, par exemple l'apparition des fleurs ou le retour de migration, etc. Et ces événements, ils sont déterminés par les variations saisonnières du climat. Donc, on apprend à observer le monde vivant, mais aussi comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'on va d'abord apprendre à identifier les plantes et les animaux du programme, et il y en a maintenant plusieurs dizaines. On va apprendre aussi comment ils sont affectés par leur environnement, et notamment le climat. Et ce qui amène de fil en aiguille à comprendre comment en fait, l'être humain, par ses activités, bouleverse la biodiversité et les écosystèmes et leur fonctionnement. Donc, dans les déroulés de séances en classe, on va sortir de la classe avec les élèves pour aller observer ces plantes et ces animaux, alors qu'on peut facilement observer soit dans l'enceinte de l'établissement, soit dans un périmètre restreint autour de l'établissement, car on sait qu'il est difficile de sortir de l'établissement régulièrement. Mais on peut aussi, si on a une cour entièrement bétonnée et pas un brin de verdure aux alentours, créer un jardin des saisons hors sol,
quelque chose qu'on est en train de développer. Ou encore installer des nichoirs, par exemple, pour observer les hirondelles, qui sont une des espèces qu'il y a dans le programme. Donc, il y a toujours un moyen d'observer quelque chose, même si on est dans un environnement très artificialisé. Oui, merci Isabelle. C'est la chose importante d'observer, de regarder le temps et prendre aussi conscience de notre propre temps rythmique, quoi. Je parle en professeur de musique. Philippe Delforge, vous êtes, on va passer du côté de la science vers le côté maintenant de la pédagogie. Vous êtes conseiller pédagogique en sciences et titulaire d'un master en environnement et biodiversité, donc et coordonnateur du centre pilote La Main à la Pâte à Rouen. Comment, à partir des programmes scolaires, travailler avec des scientifiques j'ai presque envie de dire les déborder, à savoir aller plus loin et s'approprier aussi ce qu'ils font, quoi, ce qu'ils proposent. Bonjour, merci. La question que vous posez, en fait, c'est comment croiser les compétences d'un partenaire scientifique avec les programmes scolaires. Et je pense que cette question elle peut être prise dans les deux sens, quelque part. Comment déborder les programmes. Donc ça, on peut quand même, je pense, rassurer les enseignants, puisque les programmes sont assez larges. Et quand j'ai envie de dire, quand on fait des projets de sciences, on n'en fait jamais que des sciences. Donc nous, dans les projets qu'on met en œuvre, notamment autour des cours d'eau, si je prends un exemple tout simple, quand on va mesurer la vitesse du courant pour un protocole, eh bien, on va faire des mathématiques, on va faire du français. Voilà. Bon. Et la nature comme lieu d'apprentissage, je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur aux enseignants, parce qu'on sait que par les élèves, par leur curiosité notamment, ils peuvent avoir des questions qui vont aller bien au-delà de ce qu'on avait pu envisager. Ce qui m'amène au deuxième point deuxième interprétation de votre question. Finalement, comment travailler avec des partenaires et les déborder. Je dirais que le plus difficile, d'après notre expérience ici, c'est de trouver un interlocuteur, un partenaire, et surtout, après, prendre le temps de se connaître, de connaître ses spécificités, son métier, tout simplement, et puis que lui fasse ce pas aussi en avance. Et je dirais que c'est un peu une rencontre, forcément, il y a cette dimension de rencontre humaine qui fait que il faut avoir ce temps de s'apprivoiser en quelque sorte, et puis de bien se connaître. L'écoute est primordiale. Les scientifiques avec lesquels on travaille dans les différents projets qu'on met en œuvre, ils sont toujours assez surpris, justement, parce que, pour répondre à votre question, comment ils sont débordés naturellement par les questions des élèves, finalement. Et ils se rendent compte très rapidement, ils sont souvent amusés par ça, mais que de question en question, ça va assez vite avec les élèves, mais ils arrivent eux-mêmes à la limite de leur connaissance. Et ça, c'est vraiment un point qui est selon moi important dans le travail avec des partenaires et qui peut freiner des enseignants, d'où la nécessité de s'entourer de partenaires. C'est-à-dire qu'il y a tout de même un langage commun à trouver, a priori, entre le scientifique et vous, puis entre le scientifique et l'élève. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je parlais de pas, peut-être pas en avant, mais de côté. Je ne sais pas comment le formuler, mais on pourrait dire que le scientifique doit faire ce pas de rendre accessible son contenu tout en restant juste. Et puis, pour l'enseignant, c'est d'aller vers cette forme de spécialisation ou dans un domaine particulier sur lequel il n'est pas forcément à la pointe. Donc, c'est pour ça que je parlais vraiment d'une rencontre. Et je pense que c'est ce moment-là qui est décisif, en fait, dans un travail partenarial. Oui, merci Philippe. Je n'ai pas cité les ouvrages des uns et des autres. J'en suis désolé, ils vont être mis dans le chat. Mais sachez que nos invités ont produit de très, très beaux livres que j'ai pu lire et des beaux objets déjà, parce qu'ils sont agréables à regarder et également des contenus formidables. Vraiment, j'ai appris énormément de choses sur les arbres. Ça a été un grand plaisir de lecture. Catherine Laine, bonjour. Vous êtes, vous, enseignante chercheuse en botanique à l'UMR, INRA, UCA, PIAF.
voilà, on ne va pas développer l'acronyme, de l'université Clermont-Auvergne, donc à Clermont-Ferrand. Alors, comment fait-on pour intéresser les élèves à la biosphère et comment lutte-t-on contre quelque chose dont je souffre, qui est la cécité botanique? Voilà, la cécité botanique, c'est-à-dire le fait de ne pas voir les plantes qui nous entourent ou de ne les voir que comme un décor et de ne s'intéresser finalement qu'au monde qui bouge à notre échelle de temps, c'est-à-dire les animaux. Alors, comment on fait pour intéresser les élèves à ce monde botanique? Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'il faut leur faire connaître ce monde-là comme si on leur faisait connaître un nouvel ami. Parce que observer l'autre, l'ami, enfin, faire de l'autre un ami, c'est d'abord l'observer, c'est le comprendre, c'est le reconnaître et c'est l'intégrer dans sa vie. Et pour moi, finalement, c'est un petit peu la même chose avec le monde végétal, parce que à cause de cette cécité botanique, eh bien, a priori, l'arbre n'est pas mon ami. Je dirais l'arbre, mais le navet non plus, hein. Et donc, l'idée, et moi, ce qui me tient à cœur dans mon travail de botaniste, c'est de faire connaître ce monde végétal. Et le mieux, après réflexion, c'est de s'adresser directement à la base, c'est-à-dire aux élèves. Aux élèves, parce que c'est là qu'on sème les graines, c'est le cas de le dire, d'un intérêt pour la nature et pour l'environnement qui durera normalement toute sa vie, puisqu'on veut que cette nature, ce végétal devienne un ami, l'ami d'une vie. Alors, comment faire? Eh bien, là aussi, vous avez, Jean-Charles, rappelé que j'étais enseignante-chercheuse. Donc, mon métier, c'est de faire de la recherche. J'étudie les arbres et mon deuxième métier, c'est d'enseigner. Mais au départ, je n'enseigne qu'aux adultes. J'enseigne aux étudiants et puis j'enseigne en formation continue à la Maison pour la Science en Auvergne aux professeurs des écoles et professeurs de collège. Donc, moi, je ne touche pas directement les élèves, mais mon action, c'est de former effectivement leurs professeurs, de leur apporter des connaissances, les miennes, sous un format vulgarisé, simplifié. Évidemment, on ne parle pas à une personne du grand public ou à un professeur comme on va parler à un collègue dans son jargon. On va expliquer les choses, on va les simplifier. Et le but, c'est d'apprendre, bien sûr, mais surtout aussi de rassurer. Parce que très souvent, le frein dans les projets de science en classe, je le ressens depuis 10 ans de Maison pour la Science, c'est la peur. C'est la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on n'est pas des scientifiques au départ, etc. Et moi, ce que je présente souvent, c'est une démarche, c'est une façon de faire, et c'est aussi de s'entourer de partenaires, de partenaires scientifiques, mais pourquoi pas aussi de partenaires associatifs, hein. Les universités populaires, elles ont aussi leur place dans ce soutien aux professeurs, et surtout, voilà, d'arriver à faire comprendre que si on ne regarde pas la nature, si on ne la comprend pas, si on n'intègre pas son fonctionnement pour mieux ne pas l'agresser, j'allais dire pour mieux la protéger, mais dans un premier temps déjà de ne pas l'agresser, eh ben, si on ne fait pas tout ça, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que d'emblée, on reste dans cette position de l'homme en dehors de la nature, en dehors de l'environnement, en dehors des espèces vivantes. Donc ça fait partie de mes batailles de tous les jours. Oui, votre définition de la cécité m'a un peu surpris parce que j'ai souvenir d'un ancien président, donc, François Mitterrand pour le nommer, qui disait alors il disait un homme digne de ce nom doit savoir nommer les arbres. Et, et moi, je ne les nomme pas, je ne sais pas les nommer. C'est Voilà. vrai que justement, ce petit exemple, c'est que même un enfant, il va savoir reconnaître un lapin d'un chien ou d'un chat, donc il reconnaît des genres, et il sera peut-être incapable de faire la différence entre un être ou un charme ou un chêne. Et donc, ça, on ne peut pas admettre ça, c'est pas possible. Oui, 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 tout à fait. La lecture de votre livre fait que depuis 15 jours que je l'ai lu, je cherche les angles de 137,5 degrés. C'est la façon dont les branches tournent en montant et je trouve ça fascinant. Voilà, donc C'est bien, Aurélie Svran, Jean-Charles.
Aurélie, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à la faculté des sciences de l'Université de Montpellier. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et la revue pour laquelle vous avez coordonné le récent dossier numéro 570 de juin 2021, Apprendre dehors avec Jean-Michel Zakhartchouk, dossier pour lequel j'ai aussi collaboré avec un grand plaisir. Alors, qu'est-ce que ça apporte, pardon, qu'est-ce que ça apporte à l'élève, le rapport à la nature? En quoi le fait d'aller à l'extérieur, dans des espaces scolaires différents, change les choses? Alors, qu'est-ce que ça apporte le rapport à la nature? En fait, de fait, on a tous un rapport à la nature. On a tous un rapport à ce qui nous entoure, hein. Donc, c'est ce que notamment tente de démontrer en fait, le concept d'éco-formation, c'est-à-dire la manière dont on est formé par l'interaction quotidienne en fait, avec ce qui nous entoure. On pourrait aussi parler d'éco-ontogénèse, en fait, hein. Donc, ce rapport, en fait, nous le développons. Et donc, développer un rapport à la nature voilà, plus proximal, l'intérêt en fait, d'aller dehors, c'est d'être au contact d'environnements naturels et particulièrement à l'école. Alors justement, la question, c'est de savoir quel rapport à la nature on souhaite développer avec les enfants, avec les adolescents et en particulier à l'école. Alors, il ne suffit pas uniquement d'aller dehors, hein, et cela dépend en fait des stratégies pédagogiques et didactiques des enseignants. On en a déjà parlé là au début de cette table ronde. En fait, la question, c'est est-ce qu'on développe une éducation au sujet de l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'on va dehors pour connaître des éléments sur la nature, ou bien est-ce qu'on va élargir la perspective et développer une éducation dans et par l'environnement, c'est-à-dire se laisser pénétrer finalement par l'environnement qui nous entoure en fait, hein. Pénétrer par les sens, aussi se mouvoir dans cet espace qui peut être donc scolaire, et c'est là où il y a des perspectives, en fait, hein, donc qui se développent actuellement, en tout cas en France. Alors, du point de vue de la construction des savoirs scientifiques, hein, je vais uniquement répondre finalement là-dessus, parce qu'on pourrait développer d'autres aspects. Et puis parce que c'est l'objet de la journée, hein, il s'agit d'activer les sciences en classe et pourquoi pas dehors. Le fait d'aller alors on peut dire voilà, sur le terrain de manière un petit peu classique, dans les approches d'études de milieu par exemple, eh bien, ça permet de développer l'observation, ça a déjà été dit, et puis à partir de questionnements. Donc l'idée c'est de mettre en œuvre une démarche d'investigation et de pouvoir ancrer finalement dans le concret les savoirs naturalistes, le fait d'aller voilà, s'interroger, d'aller regarder, en fait, d'aller observer. Mais aussi, quand on observe, en fait, l'idée, c'est de peut-être prendre conscience qu'on sollicite l'essence, qu'on éprouve des choses, hein. Et l'intérêt aussi d'aller dehors pour faire des sciences, c'est qu'on fait face à l'imprévu. Et l'imprévu, il est pour les enseignants et aussi pour les élèves, et c'est ça qui est intéressant. Alors l'imprévu, ça peut être un oiseau qui passe, par exemple, et ça peut être aussi pour l'enseignant les questionnements qui émergent en fait des élèves de leur observation, de leur expérience, hein, directement en contact en fait des espaces qu'ils investiguent en fait. Et donc l'idée, c'est d'un point de vue de la construction des savoirs scientifiques, c'est de se nourrir en fait de cet imprévu pour construire progressivement par la base d'un aller-retour entre le dehors et le dedans des éléments, des savoirs, et construire une démarche qui permet de donner du sens et aussi de développer la curiosité pour les sciences à partir de ce questionnement, de cette altérité aussi, hein, que l'on convoque finalement là pour construire des savoirs scolaires directement sur le terrain. Et pour donner une place finalement à l'humain et pour essayer de sortir peut-être de cette approche
qui est classique, en fait, d'apprendre des savoirs uniquement sur l'environnement. L'intérêt aussi d'aller dehors, c'est peut-être de reconnaître qu'il y a différentes manières d'apprendre et de connaître la nature. Donc, de la connaître par notre tête, hein, voilà, la cognition, hein. Qu'est-ce que j'apprends, comment je peux nommer, etc. Mais aussi d'apprendre par les sens. Ce que j'apprends, voilà, de ce que je ressens, hein, d'un point de vue corporel, le fait d'éprouver le chaud, le froid, mais aussi de le conscientiser, d'en parler dans la démarche pédagogique, alors en particulier chez les plus petits. Et puis aussi de ce qu'on apprend, de ce que la nature nous provoque comme émotion, finalement, comme affect. Et de reconnaître aussi cette part et de se nourrir, en fait, peut-être à partir d'investigations plus scientifiques, mais de développer les différentes dimensions que nous avons, hein. C'est-à-dire en éducation à l'environnement, on dit souvent la tête, le corps et le cœur, et peut-être voilà, de s'ouvrir à une éducation un petit peu plus, on dit holistique, en tout cas, qui prend peut-être plus en compte les différentes dimensions de l'individu pour peut-être plus humaniser les sciences, finalement. Oui, évidemment, il y a dans la nature, je retiens ce que vous dites sur l'éducation à la science dans la nature, mais je peux témoigner en tant que professeur de musique que apprendre à écouter à l'extérieur, y compris dans une surnature qui pourrait être la ville, apprendre à écouter les yeux fermés, la profondeur des sons, la distance, le lointain, le proche, permet également ensuite, quand on écoute certaines musiques, d'écouter ces musiques-là dans une perspective de paysage sonore. Moi, on écoute une musique non plus verticalement aiguë et grave, mais on va l'écouter sur une épaisseur, avec une profondeur. Écouter la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel comme ceci, c'est absolument extraordinaire d'avoir cette sensation de passer derrière un arbre, d'aller, etc., etc. C'est vraiment très, très intéressant. Ben, est-ce qu'il y a des réactions, des questions qui passent dans le chat ? Alors, peu de questions encore, parce que les participants boivent vos paroles. Mais par contre, des réactions, des témoignages, notamment le témoignage d'une directrice là, de micro-collège, voilà, où toutes ces pédagogies de projet sont mises en place. Ça laisse penser que ça se joue aussi à l'échelle de l'établissement. Et que c'est également un travail d'équipe et que les enseignants ont un peu de mal souvent à lâcher prise. Alors en termes de formation également, sans doute, il y a peut-être quelque chose à répondre de formation des enseignants. La différence aussi entre des remarques également sur comment faire selon que l'on est en ville ou à la campagne, ras des villes et ras des champs. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment naturel alors d'observable en ville, en milieu urbain. Et oui, alors j'en reviens également donc du coup à également cette question sur la formation des enseignants. Comment les inciter, les former à se lâcher prise et à toutes ces pédagogies de projet. Alors, Philippe Delforge, lâcher prise de la part de l'enseignant, puisque vous avez largement lâché prise, mais je me pose la question de savoir si finalement le scientifique ne fait pas peur à l'enseignant. Il n'y a pas quelque chose qui commence par l'effrayer, comme d'ailleurs le chef d'orchestre qui vient dans une classe, hein, pour continuer sur mon métier. Philippe, oui. Comment passer au-delà de cette peur ? Alors, je pense qu'en fait, il y a souvent quand même dans ce que les enseignants mettent en œuvre dans leur classe une forme de timidité, je pense aussi de toujours l'impression que ça pourrait être mieux, d'insatisfaction. Et donc, il y a une forme de réserve là-dessus. Je ne suis pas sûr que la difficulté, ce soit tellement la peur, mais c'est surtout de la prise de contact. En fait, vers qui aller? Est-ce qu'on ne va pas déranger est-ce qu'on va pas déranger quelqu'un dans son travail? Est-ce qu'il va pouvoir dégager du temps? C'est surtout ça, et je dirais plutôt qu'au contraire, c'est ce premier pas dont je parlais tout à l'heure qui est important, parce qu'après,
finalement, il y a un côté vraiment rassurant d'avoir un expert scientifique à ses côtés, puisque par rapport au questionnement des élèves qui peuvent très vite déborder nos propres connaissances, justement, avoir un scientifique pour nous accompagner, un partenaire, ça a un côté plutôt rassurant qu'effrayant, je trouve, une fois cette prise de contact effectuée. Catherine Laine, alors il y a vraiment la question de la formation des enseignants qui vient tout de suite, donc. Et donc, quelle formation pour les enseignants? Oui, alors d'abord, je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, le scientifique fait peur. Ça, je l'ai mesuré, hein. C'est-à-dire que quand on arrive dans une classe, soit avec les élèves, soit auprès des collègues professeurs, on est un peu des extraterrestres, hein. C'est comme si on sortait de nos tours d'ivoire. Donc, cette peur, elle est vite bâillonnée quand on se met à la portée, quand on utilise le même langage, quand on utilise un langage partagé. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est ce qui peut faire peur aussi, là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la formation des enseignants? Ce qui fait peur, c'est, OK, je vais aller dans la nature avec mes élèves, mais elle est où la nature? Si j'habite dans une ville, si mon école est urbaine, mais j'ai pas de nature autour de moi. Et donc, en fait, là aussi, il faut arriver à faire prendre conscience que la nature, et heureusement, elle est partout. Et que même dans une ville, il y a du vert. Il y a bien sûr des arbres plantés, mais il y a aussi des plantes qui s'invitent dans la cour d'école. Et puis, on peut aussi les faire entrer dans la cour d'école. Tout à l'heure, Isabelle disait... c'est peut-être pas toujours facile de sortir de l'école facilement. Donc, moi, dans la formation que je préconise, c'est aussi de faire rentrer la nature dans l'école. Donc, soit sous forme très simple de jardinage, de bacs de jardinage, pourquoi pas, soit sous forme de projets plus ambitieux et plus durables, comme celui que nous avons mené en Auvergne, qui est maintenant d'ailleurs disséminé en Bretagne et en Alsace, qui a été de planter des haies champêtres dans les écoles. Des haies qui ont été designés, entre guillemets, par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire après un travail de classe autour de la biodiversité végétale dans les haies. Alors vous allez me dire, si j'habite en ville, je ne les vois pas, les haies. Bon là, évidemment, il faut peut-être organiser une sortie jusqu'à des endroits champêtres où il y a des haies, mais on peut tout à fait faire venir la nature dans l'école, et comme on fera d'ailleurs venir aussi le scientifique. Donc je pense que il faut oser, il faut dépasser cette peur de l'autre, qu'elle soit celle du scientifique ou celle de la nature. Et quelle formation alors? Alors, quelle formation? Là, c'est à nous de réfléchir et d'offrir, de proposer cette formation aux professeurs. La Maison pour la Science, les Maisons pour la Science offrent tout un panel de formations. La difficulté, la grosse difficulté pour nous, c'est d'arriver à toucher le public des professeurs des écoles, premier degré, parce qu'évidemment, quand on retire un professeur de sa classe pour le mettre en formation, eh bien, il faut un remplaçant devant les élèves. Et donc là, j'interpelle l'éducation nationale et les moyens de l'éducation nationale pour que les remplacements soient plus nombreux. Ensuite, on a d'autres moyens. On peut former aussi en dehors du temps scolaire, mais là, sur le temps de formation obligatoire des professeurs, hein, et donc on forme, nous, beaucoup le mercredi après-midi. Par contre, ce dont on s'est aperçu depuis des années, c'est que ça ne sert à rien de former 3 heures sur une thématique ponctuelle, ou en tout cas, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui marche bien, c'est un temps de formation avec un projet scientifique monté en classe avec les élèves, et de l'accompagnement de ce projet. C'est-à-dire que si on laisse les professeurs seuls, ça risque de retomber. Et donc, nous, en tant que formateurs, on doit accompagner les professeurs, on doit accompagner les projets. Il doit y avoir tout un dispositif autour du temps de formation. Merci Catherine. Je rebondis encore sur cette idée de peur et de peur, de crainte, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Jean-Claude Emzen, quelque part, l'enseignant a souvent cette crainte d'être débordé de la connaissance, quoi, à savoir ah zut, je ne sais pas répondre à ce que me pose comme question cet élève. C'est quoi un scientifique alors, lui? Est-ce qu'il a toutes les réponses? Non, je pense qu'il peut y avoir une confusion entre la part d'expertise d'un chercheur et la part de recherche. Un chercheur peut être un expert, mais c'est avant tout un chercheur qui questionne le monde. Et
Et donc, je crois que si un chercheur aide un enseignant et des élèves à questionner, participe au questionnement, raffine le questionnement, ce n'est pas du tout une crainte, c'est un apport. Je crois que la crainte vient de la dimension d'expertise, vient de l'idée que la partie scientifique, c'est les réponses. Or, je crois que l'essentiel de la démarche scientifique, c'est le questionnement. C'est une méthode qui permet de questionner le monde et ensuite de valider les réponses provisoires par rapport à ce qu'on voit de la réalité. Je crois qu'il y a une notion qui est importante aussi. Je pense qu'on parle de formation, mais il n'y a pas assez de contact, de lien profond entre les enseignants et la recherche, entre les enseignants et les laboratoires de recherche et l'université. C'est-à-dire, il y a une idée que l'enseignant, il possède le savoir, mais qu'il n'est pas vraiment inscrit dans la démarche scientifique. Et je crois qu'il faut une science participative. Ce que je pense toujours, c'est qu'un chercheur sait, si je le dis de cette façon, que la connaissance à tout moment est riche du manque de connaissances que la recherche de demain va défricher. Et donc, c'est derrière cette accumulation de connaissances, c'est le questionnement, c'est l'exploration de l'inconnu qui caractérise la démarche scientifique et la méthode qui existe dans les différentes approches scientifiques pour le faire. Et je crois que c'est cette dimension qui est peu perçue par les enseignants. Et encore une fois, c'est l'expert qui fait peur parce qu'il en sait plus que moi. Alors qu'au contraire, il va nous aider à questionner le monde. Et je pense d'ailleurs que j'étais très sensible à ce que disait, à ce qui était dit sur le fait qu'il faut que le projet ait été discuté et élaboré en classe, parce qu'au fond, dans les sciences participatives, il faut en effet que l'élaboration des questions soit aussi le fait des élèves et le fait des enseignants et le fait des chercheurs, donc qu'ils soient réunis dans une démarche commune de questionnement. Oui, dans un récent webinaire des cahiers pédagogiques, Claude Lelièvre nous rappelait que Jules Ferry, en 1882, je crois, disait que finalement, c'est le questionnement qui compte, quoi. Parce que le questionnement, c'est l'avenir, c'est répondre à la question, c'est le passé, quoi. Alors que chercher la question, donc apprendre à apprendre, construire ses savoirs, et ça, c'est 1880-81. Et finalement, l'important par rapport à l'accumulation de connaissances. Il va de soi que la question a été posée par Ben sur le problème de la ville et de la campagne. Alors, je ne sais pas qui voudra répondre à cette question. Vous pouvez réagir les uns les autres, nos invités. Comment est-ce qu'une didactique des sciences peut intégrer des aspects plus humains, quoi, qui prennent en compte l'environnement de chaque personne? Qui veut répondre? Je peux peut-être répondre. Oui, Aurélie, vas-y. Alors, j'ai déjà répondu en partie, hein, c'est-à-dire profiter finalement du fait d'être dehors pour s'ouvrir au concret. Mais si vous le permettez, j'aimerais rebondir sur les aspects de lien entre la recherche et l'enseignement, d'une part, et sur la formation, d'autre part. Sur les liens entre recherche et enseignement, nous sommes dans une recherche-action participative qui justement interroge la classe dehors, avec des enseignants qui prennent partie, qui prennent part, voilà, qui sont partie prenante en fait du questionnement scientifique, et avec une construction qui est réalisée avec les chercheurs, les enseignants, les éducateurs à l'environnement. Et donc, c'est un objet d'étude qui permet, en fait, à l'échelle nationale, hein, il y a une 60aine de classes qui est concernée, et qui permet justement de faire ce rapprochement. Alors, entre chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation, et également entre enseignants et animateurs, éducateurs à l'environnement. Ça, c'est le premier point. Sur la formation, donc pour former des enseignants, alors y compris en ville, en fait, qui interviennent en ville, les enseignants sont des experts des programmes, des experts des contenus, des experts de la classe dedans. Et donc, le fait d'aller dehors, c'est très perturbant au premier abord, en tout cas au départ, parce que cela change les repères. Et donc, il y a avant, je dirais, les apports scientifiques, il y a quelque chose à travailler sur
la posture, sur la gestion de la classe, en fait, sur le fait aussi de laisser les enfants en découverte, avec des questions de sécurité également. Et tout cela peut se travailler avec un accompagnement filé, avec des carnets de bord, par exemple, qui permettent de travailler en réflexivité sur les démarches qui sont menées et sur les approches pédagogiques et notamment les approches scientifiques. Et c'est tout ce travail en fait qui peut être mené notamment avec les cellules académiques, enfin qui n'existeront plus maintenant, mais en tout cas qui est permis en fait par la formation continue. Le dernier point, en fait, l'idée, en fait, c'est de légitimer cette pratique du point de vue des enseignants, parce qu'on demande souvent aux enseignants qu'est-ce que ça apprend aux élèves. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des mathématiques? Est-ce qu'on fait du français en classe dehors? Qu'est-ce qu'on y fait finalement? Qu'est-ce que les élèves y apprennent? Et donc, c'est tout cet enjeu-là aussi qui fait que les enseignants ils doivent démontrer finalement qu'ils abordent des savoirs aussi dehors, que c'est une autre manière de faire. Voilà, donc je n'ai pas tout à fait répondu au début de la question. Si. Mais on n'est pas dehors pour être dehors, on est bien dehors pour apprendre quelque chose. Et on a une série de savoirs. D'ailleurs, on reviendra sur la question des savoirs et éventuellement des nouveaux savoirs à mettre en œuvre. Mais Pardon, est-ce que je peux dire quelque chose sur les rapports entre la nature, la question que vous posiez? Moi, je crois qu'il y a une question intéressante qui est une vaste question sur la différence entre naturel et artificiel. Et qu'on a tendance à scinder comme si les entités étaient complètement radicalement séparées, alors que non seulement la nature est présente en ville, il y a des études qui montrent qu'en fonction du nombre, de la densité d'arbres dans des rues, eh bien, il y a moins de maladies et de dépression dans les rues où il y a beaucoup d'arbres, ou là où il y a des parcs verts. Donc, bien sûr que la nature est là et elle a un effet en plus bénéfique, thérapeutique. Mais la nature que nous voyons dehors, en particulier dans nos pays et en Europe, elle est extraordinairement humanisée et artificialisée. Ce ne sont pas des forêts primaires, la trace de la présence des humaines est là. Et donc, je crois que c'est intéressant de voir que ce n'est pas une nature où d'un seul coup on pénètre qui est complètement sauvage. Il y a de la nature sous certaines formes dans les villes. Il y a de la présence humaine qui a façonné la nature, qui a interagi avec la nature à l'extérieur. Et c'est vrai au niveau du monde, puisque même les forêts amazoniennes ne sont pas des forêts primaires, mais ont été cultivées par des populations locales pendant longtemps. Donc, on a cette idée de la jungle, de la forêt dans laquelle on pénètre. Je crois que détecter, voir, penser la présence humaine dans la nature et la présence de la nature dans les lieux urbanisés, c'est aussi un exercice intéressant qui efface ces frontières un peu radicales entre ce qui est humain et ce qui est naturel. Tout ce qui permet d'ouvrir ces relations, je pense, est important. Oui, on revient finalement à la question initiale de la biosphère et de habiter une biosphère, en faire partie. C'est évidemment la biosphère a, comme vous venez de le dire avec les rues qui ont beaucoup d'arbres, a une influence sur nous et nous avons une influence sur la biosphère. Il reste à trouver l'équilibre qui semble malheureusement fort compromis. Je voudrais, Ben, peut-être, est-ce que tu veux intervenir? Ah oui, juste pour dire que les propos là sont absolument partagés dans le chat, dans la discussion. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bien entendu et qui est vraiment partagé. Plusieurs commentaires là dans le chat me font penser que le profil des futurs enseignants et des jeunes collègues qui s'engagent dans cette profession, comment faire pour attirer des étudiants qui ont un profil scientifique. Moi, je sais que en tant que formateur, chaque fois que j'ai des stagiaires, de jeunes stagiaires qui ont ce profil-là, c'est chaque fois, ils font chaque fois leurs expériences, leurs cours, etc. À partir de ça amène
vraiment des choses vraiment formidables en classe. Également des témoignages d'expériences de classes transplantées, de classes nature, pour masser un petit peu la rencontre avec la nature sur un moment précis. C'est aussi des expériences qui sont assez fabuleuses dont les enfants se souviennent absolument. Voilà. Du coup, moi, je me pose la question, une question que j'aimerais bien, les scientifiques qui sont là, mais enfin, vous pouvez aussi y répondre, Philippe. Est-ce que le contact que vous avez avec les élèves a pu faire bouger votre recherche? À savoir, l'élève va regarder ce que vous faites avec un… D'abord, il va regarder de bas pour les petits. Il ne va pas avoir le même point de vue. Et est-ce que ça a un jour fait bouger votre propre recherche dans un aller-retour magnifique dans ces cas-là? Peut-être Catherine d'abord et Isabelle ensuite? Ou l'inverse? Oui. Alors, faire bouger ma recherche, c'est peut-être un bien grand mot, mais par contre, ça réinterroge ma recherche. Voilà. C'est-à-dire que très souvent, le contact avec les classes ou avec les collègues, avec les professeurs, c'est-à-dire le partage de ce questionnement, hein, ce que Jean-Claude Amezen disait tout à l'heure, on est des spécialistes du questionnement. Et donc, on est toujours aussi à se réinterroger sur son propre questionnement. Et finalement, la réaction des classes, des collègues, nous amène parfois à nous dire, mais je n'avais pas vu le problème sous cet angle-là, et le questionnement que je construis avec cette classe éclaire d'une manière différente le questionnement de ma propre recherche. Donc oui, effectivement, là aussi, il faut que les collègues prennent conscience que c'est un enrichissement mutuel. On ne fait pas de la formation parce qu'on est payé pour, on fait aussi de la formation continue parce que ça nous apporte énormément. Ça change aussi, moi personnellement, ça a aussi changé ma façon d'enseigner auprès de mes étudiants. C'est-à-dire, je n'enseigne plus maintenant comme je le faisais il y a 25 ans. Ça m'a donné d'autres pistes, une autre démarche, en fait. Donc oui, je pense que c'est bénéfique pour tous. Isabelle, peut-être? Oui, mais je partage tout à fait ce que vient de dire Catherine, pardon. En fait, bon, moi je travaille au CNRS, donc je fais une recherche qui est assez fondamentale, on va dire. Donc, c'est vrai que le contact que j'ai pu avoir avec les enfants n'a pas vraiment affecté pour le moment ma propre recherche, mais par contre, ça a beaucoup modifié le temps que je passe maintenant à la vulgarisation et à la médiation scientifique, parce que ça m'a fait prendre conscience que les enfants, mais aussi les adultes, hein, étaient peu informés sur ce qui était en train de se passer et des conséquences à long terme. Et que finalement, ils étaient aussi demandeurs d'informations, parce que malgré tout, on est dans un contexte assez anxiogène, et même si on n'en parle pas avec les enfants, ils sont assez conscients en fait de cette situation un peu dramatique dans laquelle on se trouve. Et si on ne leur en parle pas, je pense que ça alimente leur anxiété. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'aborder le sujet avec les enfants. J'ai souvent, les enseignants me disent souvent qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour aborder le sujet, justement parce qu'il est anxiogène. Et du coup, bon, il faut… Enfin, moi, quand j'aborde la question, je fais toujours attention à bien arriver au moins à la fin de mes explications, des discussions sur les solutions. Leur expliquer qu'il y a des solutions, que le problème, en fait, maintenant, il est essentiellement politique. Alors, ce n'est pas facile d'aborder les questions politiques avec des enfants, mais leur expliquer qu'on a tous notre rôle à jouer, en fait. C'est que, voilà, donc il faut vraiment avoir leur faire prendre conscience que tout n'est pas perdu, qu'on peut encore changer les choses et qu'ils ont un rôle à jouer. Et d'ailleurs, moi, je suis persuadée que ce sont les jeunes générations qui feront bouger les choses. Oui, Bernard Stiegler l'écrit, je crois que c'est dans Penser le monde avec Greta Thunberg. Et il écrit, effectivement, on peut s'effondrer. J'entends individuellement, on peut s'effondrer.
Et les enfants, les jeunes adultes tiennent souvent quelquefois des propos. Moi, j'ai des élèves qui ont tenu ce propos de « Pourquoi avoir un enfant dans ce monde ?» Ce à quoi il dit, il faut répondre « Mais ça vaut le coup d'être vécu, de toute façon. Ce monde, même tel qu'il est, vaut le coup d'être vécu. Donc, il faut le vivre et donc l'investir. » Mais vous posez alors, du coup, Isabelle, le problème de quels sont le problème des contenus d'apprentissage, en fait. On a des contenus d'apprentissage liés à une société particulière, et cette société bouge énormément, va bouger énormément parce que nous y sommes obligés, en tout cas on peut l'espérer. Et donc, quels sont ces nouveaux contenus d'apprentissage scolaire pour les élèves dans les années à venir qui devront vivre dans un nouveau monde? Est-ce que quelqu'un veut y répondre à cela? Dites-moi oui, parce que… Moi, je veux bien juste, Jean-Charles, alimenter cette réflexion, oui, autour de ce qu'on va enseigner plus tard. Parce que moi, je pense que ce qu'on va enseigner plus tard, c'est ancré déjà dans ce qu'on enseigne aujourd'hui et dans ce qu'on observe aujourd'hui. Et il y a un commentaire qui est passé dans le chat, et même plusieurs fois, qui parle de la nature altérité, l'autre. Et aussi Jean-Claude Amezen qui disait tout à l'heure que cette nature, elle est humanisée, elle est artificialisée partout dans le monde maintenant. Mais ce que je voulais souligner, c'est que cette nature autre, cette nature artificialisée, c'est quand même quelque chose qui au départ fait peur. C'est-à-dire que même ce qui fait peur là dans ces enseignements autour de la nature, c'est bien sûr le changement climatique global, c'est les changements globaux qui nous touchent. Ça, c'est anxiogène. Mais c'est anxiogène aussi parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement, où on connaît mal le fonctionnement des choses. Au départ, la nature fait peur. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, les élèves, mais ensuite les adultes, les étudiants et même les collègues, ils ont peur de prendre un insecte dans la main. Ça fait peur, ça grouille, ça pique, les orties, ça pique. Enfin, le nombre de fois où sur le terrain avec mes étudiants, j'ai vu des jeunes de 18 ans qui n'osaient pas traverser une bande, un talus, parce qu'il y avait des plantes sûrement ou des insectes qui pouvaient leur faire peur là, et les attaquer. Donc, pour moi, la nature, c'est l'autre. Et d'ailleurs, quand on travaille et quand on apprend à aimer, quand on apprend le fonctionnement de cet environnement, on apprend à aimer l'autre. Ça a aussi une dimension sociétale, hein, d'accepter que l'autre soit différent et que si je comprends sa différence, je l'accepte et donc je peux vivre avec cet autre qui est différent. Donc voilà, pour moi, ce qu'on enseignera dans 10, 20 ou 30 ans ou quand nous ne serons plus là, j'espère que ce sera la connaissance de l'autre et l'acceptation de l'autre. Oui, merci. Moi, j'adhère totalement à malgré la neutralité à laquelle je dois faire. Mais j'adhère totalement à ces propos. Merci, Catherine. Je voudrais vous montrer… Jean-Claude. Juste une chose, je pense que c'est très important ce qui vient d'être dit, parce que ce qu'il y a vis-à-vis de l'autre, quel que soit l'autre, c'est la relation. Et donc, la question, c'est d'entrer en relation, et d'entrer en relation avec la nature, mais pas d'une manière distincte de la façon dont nous entrons en relation avec les humains. C'est avoir des variations sur des formes de relations et ne pas être isolé. Alors, je crois que la nature, elle émerveille. Les enfants sont émerveillés par les lézards, par les belles fleurs. Ils ont peur aussi de certains éléments, mais c'est normal. Nous avons peur à juste titre du Covid-19, qui est un élément de la nature, et nous nous émerveillons devant des arbres. Donc, la nature, ça n'est pas, je veux dire, c'est pas une vision. La nature, c'est le monde, c'est l'évolution. Et donc, je veux dire, un volcan, c'est à la fois merveilleux et effrayant. Et c'est bien d'en avoir peur autant que d'être émerveillé. Et donc, il faut construire une relation sans masquer, en fait, cette dimension contradictoire et complexe. Et je pense, dans ce que vous évoquiez sur la peur, c'est toujours gênant. Si on ne parle pas des enfants, de la guerre qui est en train de se dérouler, ou de la faim dans le monde, ou des inégalités, ou de la destruction de la nature, on fait des enfants ignorants, et c'est un faux bonheur, c'est un faux confort. Et donc, je crois que la dimension que vous évoquiez, elle n'est pas simplement dans les sciences, c'est la partie dans le titre de cette journée qui est la citoyenneté, c'est-à-dire montrer au fond aux enfants que le monde sera ce qu'ils en feront. Et ce n'est pas simplement avoir peur de ce qui ne va pas ou être émerveillé de ce qui va, c'est quelque chose de dynamique. Le monde sera ce qu'ils en font individuellement et collectivement.
et comment participer à une œuvre collective et comment avoir des idées individuelles. Et je crois que c'est une dimension très importante. Et les sciences qui permettent de comprendre le monde et éventuellement de le manipuler sont une des façons d'exercer cette citoyenneté, mais évidemment pas la seule. Oui, je rappelle le titre de ce forum, parce qu'on est en plein dedans, la nature comme lieu d'humanité, d'apprentissage scientifique et de citoyenneté. Et en fait, j'allais vous poser la question, mais vous avez déjà donné la réponse, donc je vous en remercie. Je suis quand même surpris que le mot peur, et j'en suis en partie responsable, vienne souvent dans cette discussion. Alors, je voudrais qu'on vous montre un dessin qui est un dessin de Le Croart, qui est dans le numéro 570 des cahiers pédagogiques. Donc, on a une classe qui est dehors. Waouh, un tableau noir géant, c'est quand même autre chose. Et est-ce que, voilà, je voudrais que nos 5 invités réagissent à ce dessin, mais en très peu de temps, hein. Par exemple, je ne sais pas, Aurélie. Enfin, on va commencer comme ça. Aurélie. Oui. Ça évoque en fait les changements peut-être de temps et d'espace provoqués par le fait d'aller dehors. Alors, un tableau noir géant, voilà, alors on imagine que là, il y a la référence à la classe. Qu'est-ce que ça va changer, quoi? Et puis aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, les élèves et l'enseignant sont face et égaux face justement à tout cet environnement qui nous entoure, quoi. Après, avec tout ce que ça peut impliquer, effectivement, d'émerveillement ou bien alors de peur aussi, hein, parce que les enseignants aussi sont un peu déconnectés hein, de la nature aussi, hein, donc c'est pas forcément évident. Voilà. Philippe, qu'est-ce que vous en dites de ce dessin? Si on pouvait juste le remontrer quelques secondes. Philippe. Il doit y avoir un problème de micro. Alors, peut-être. Oui. Si je peux intervenir, c'est Philippe. Isabelle. Mais moi, je trouve que cette image, je la trouve tellement vraie, parce que on l'a évoqué hein, déjà tout à l'heure, mais jamais rien ne remplacera une expérience grandeur nature pour apprendre. Et on a aussi dit que pour apprendre, il nous fallait nos 5 sens et qu'on imprimait beaucoup mieux les expériences avec nos 5 sens et retenir en fait ce qu'on voit et en même temps ce qu'on entend et ce qu'on touche. Et c'est encore plus vrai pour les enfants qui sont beaucoup plus sensibles que les adultes souvent. Et on sait très bien de toute façon que maintenant qu'une vidéo, un enfant passé devant une vidéo ne retiendra quasiment rien en fait, malheureusement. Et que c'est vraiment la pédagogie active qui est de loin la plus puissante. Philippe, je crois qu'on vous a retrouvé. Oui, vous m'entendez? Okay. Oui, oui. Donc oui, une réaction à cette photo, effectivement, c'est quand même autre chose, ce tableau noir géant. Je pense que des échanges que je peux avoir avec les enseignants, je pense qu'effectivement, les enseignants en ont bien conscience et même envie. Et ce qui peut faire peur, peut-être justement encore le mot peur, mais pas forcément les scientifiques, mais tout simplement de sortir, c'est une prise de risque d'emmener ses élèves dans la nature plutôt que d'utiliser des documents, par exemple. Voilà, moi, je considère que c'est vraiment une prise de risque. Alors, comment on peut accompagner ça et aider? On l'a dit tout à l'heure, je pense que ça passe par la formation. On a eu l'occasion, nous, de faire vraiment des formations avec des enseignants avant des projets sur le terrain, dans la nature, des formations donc, sur les milieux qu'on allait étudier avec les élèves. Et ça nous a semblé incontournable, en fait. Et puis, évidemment, s'entourer, comme on l'a déjà dit, de spécialistes et co-construire. Et je rajouterais juste que un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui me semble important, c'est que lorsque l'on sort du cadre de la classe, il y a une sorte de redistribution des cartes pour les élèves. Je pense que bon nombre d'enseignants l'ont constaté. Et certains élèves se rendent compte qu'ils ont un savoir qui n'est pas forcément mis en valeur dans la classe au quotidien. Et le fait de sortir des murs, voilà, on voit souvent des élèves qui se découvrent eux-mêmes avoir des connaissances. Et les regards entre les élèves, on parlait de relations tout à l'heure, changent aussi dans ce genre de projet qu'on peut mettre en œuvre en dehors de la classe. Catherine?
Oui, alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi, quand je vois ça, il y a différentes choses qui me parlent. Alors évidemment, il y a ce changement de posture des élèves qui passent de la classe au dehors, donc on change de situation. Il y a je vois aussi la notion d'échange, de débat, puisqu'on voit que les personnages se parlent. Là, il y a encore un détail, mais c'est peut-être mon côté féministe qui ressort, mais je vois qu'il y a des filles et des garçons qui parlent ensemble et qui sont sur le même pied d'égalité, donc ça me plaît bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore? L'aspect, là aussi, c'est peut-être un peu poétique, mais tout le monde regarde du même côté. Ça c'est chouette. Je trouve qu'il y a une espèce d'ensemble, une espèce de dynamique de groupe qui est peut-être ici plus réelle quand on est dehors que quand on est en classe. Je ne sais pas, hein. En classe, j'imagine plus certains enfants qui vont rêvasser en regardant à travers la fenêtre ou qui vont penser à autre chose. Et là, on voit que tout le monde est fasciné par le même spectacle. Voilà. Et la Donc, fenêtre est immense, là. et la fenêtre est immense. Je crois Jean-Claude. Oui, ce que vous disiez me faisait penser à quelque chose, je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que s'aimer, c'était regarder ensemble dans la même direction. Mais il y a quelque chose de magique. C'est la nuit. Et donc déjà, une classe, ça n'a pas lieu la nuit. C'est une extraordinaire ouverture sur le monde, sur le ciel. Vous parliez des paysages de son. On peut entendre les grillons. On est plongé à la fois, tous les sens sont plongés dans quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il me semble, à côté de cet émerveillement, il y a aussi cette idée qui peut être approchée, que en fait, voir loin dans l'espace, voir les étoiles loin dans l'espace, c'est regarder loin dans le passé, qu'une partie des lumières qui brillent dans le ciel sont des étoiles qui ont pu s'éteindre et mourir depuis longtemps. Donc il y a cette idée que l'espace et le temps sont liés. Et puis il y a l'idée que cette impression d'éternité, ce calme, au fond, n'est qu'un moment dans les métamorphoses permanentes du monde, de la même façon que lorsque nous regardons les équilibres harmonieux de la nature, ils ne sont qu'un moment dans les métamorphoses et les bouleversements de l'évolution du vivant. Donc il y a quelque chose, je trouve, d'extraordinairement riche, indépendamment de l'émerveillement, de la sortie, etc., de la rencontre avec la nature et sa splendeur. Il y a aussi quelque chose qui peut faire profondément réfléchir sur ce qu'est le monde et ce que nous sommes dans le monde. Oui, je suis fasciné par ce que vous dites tous les cinq, parce que vraiment. Mais il n'empêche que on est dehors la nuit. Il y a des sons qu'on ne connaît pas. Il paraît que les oiseaux changent, certains oiseaux changent de son, de chant entre la nuit et le jour, ne serait-ce que pour se dire je suis là. Voilà, tu me vois pas, mais je suis là. Et automatiquement, pour que cette séance où on est tous tournés du même côté fonctionne bien, et qu'on ne soit pas effrayé par l'immensité de ce que l'on voit, parce que l'immensité est quelque chose d'effrayant, il n'est pas borné, hein, si vous me passez l'expression, mais il y a automatiquement et obligatoirement une contenance nécessaire de la part de l'enseignant, c'est-à-dire une préparation du terrain. C'est vrai, ils regardent tous dans la même direction, ce qui est impossible dans beaucoup de classes quand on est en affrontement. Je prends le terme au sens propre, à savoir front contre front, on se regarde, l'enseignant face aux élèves. Et ça pose donc la question de ces pédagogies, de démarches de pédagogie active où on va tous dans la même direction. Aurélie, peut-être, la nature ne se satisfait pas d'un tableau noir malgré le dessin. Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut aller dehors avec des intentions pédagogiques et didactiques, certainement, et même y compris quand on laisse les enfants. Alors, après, ça dépend aussi des niveaux, hein. C'est ça aussi, adapter et penser en fait cette pluralité d'approches qui ne va pas être la même. Quand ce sont des élèves de maternelle, où là, c'est très bien finalement de les laisser jouer et découvrir. Et puis, plus on va aller vers le secondaire, où là, on va plutôt être dans des démarches de questionnement. Et donc, oui, enfin, je vois pas de quoi rajouter d'autre par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Sinon, je vois dans le chat que les pédagogies comme les pédagogies freinées, comme les pédagogies institutionnelles, la pédagogie institutionnelle mettant le groupe
en valeur vraiment de façon importante. Freinet disait sortez le premier jour, sortez le deuxième jour, et le troisième jour, ça vous manquera. Vous sortirez à nouveau. Mais ça, c'est parce que cette fois-ci, vous en aurez besoin. On voit bien que l'école dehors nécessite une adaptation radicale à la racine des pédagogies. Philippe, peut-être. C'est une question de micro encore. Non, on ne vous entend pas, Philippe. Ça y est. Voilà. Ok, pardon. Donc, effectivement, bah oui, la thématique, la nature comme lieu d'humanité, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est une façon de se rencontrer aussi entre élèves, je pense que c'est ça que je voulais peut-être rajouter. C'est une façon de se re-rencontrer, on pourrait dire, dans un autre contexte. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose quand je reparlais un petit peu tout à l'heure de redistribution des cartes, c'est un peu cette idée-là, c'est de découvrir qu'aller dehors, c'est aussi, on y va avec des intentions. Et puis, quand l'un des intervenants parlait d'imprévu, il est aussi de cet ordre-là, l'imprévu. C'est-à-dire que les élèves vont se découvrir eux-mêmes différents et découvrir leurs camarades d'une façon différente aussi. Alors, je suis désolé, j'ai des bruits qui m'arrivent de l'extérieur et ça m'a un peu... voilà. Philippe, je voudrais que vous rebondissiez une dernière fois, non, on a encore quelques minutes, sur cette notion de science vivante, parce que quand on est dehors, Catherine, effectivement, il faut pouvoir traverser un talus avec des bêtes qui risquent de nous agresser, sauter dessus, on ne les connaît pas, ça va piquer, des orties, etc. Montrer quelque chose in situ dans la nature aux élèves, c'est aussi pouvoir dire ça, je ne sais pas. Et donc, pouvoir différer une recherche de connaissances, peut-être. Philippe. Oui. Alors, sciences vivantes, c'est pareil, ça peut être pris de deux manières. Vous preniez l'exemple de bêtes ou de plantes qui peuvent faire peur. Donc, c'est vrai qu'il y a cette phase, on va dire, d'appropriation. Et là, les élèves sont totalement inégaux dans une même classe entre ceux qui vont avoir l'habitude de se rendre dans la nature. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le vécu qu'ils ont en dehors de l'école va être complètement différent. Et puis, pour ce qui est de la science vivante, c'est quelque chose qui est important aussi. On parlait tout à l'heure des partenaires, des scientifiques qui arrivent par le questionnement des élèves très rapidement à la limite de leurs connaissances parfois, ce qui a plutôt tendance à les amuser. Donc, c'est aussi une façon peut-être de limiter cette peur dont vous parliez. Et effectivement, ça me paraît important, moi, d'aller jusqu'à ces limites qu'on atteint naturellement par le questionnement des élèves, parce qu'après, tout simplement, pour ces élèves, ils se rendent compte que ce qui a été dit plusieurs fois, en fait, la science, elle se construit petit à petit, et que finalement, plutôt que l'art d'avoir toutes les réponses, c'est plutôt l'art de se poser des questions, et ça, c'est pas forcément évident dans la représentation que les enfants ont des sciences, quoi. Ils voient plutôt le côté réponse que le côté question. Oui, ce qui est la réponse étant souvent le malheur de la question, disait Bachelard, je crois. Est-ce que je peux juste dire Jean-Claude. Ça me fait penser, vous disiez que en fait, les classes dans la nature nécessitent une adaptation. Mais est-ce que ça ne nous révèle pas aussi par défaut le caractère assez étonnant et artificiel des classes qui consistent à se retirer du monde pour appréhender le monde, c'est-à-dire à s'isoler totalement? Donc, c'est aussi, j'allais dire, il y a quelque chose d'assez évident d'aller à la rencontre du monde pour essayer de comprendre le monde, et il y a quelque chose d'assez artificiel de se retirer dans une classe à l'écart du monde, hein, comme dans un monastère, pour essayer de comprendre le monde. Donc, je crois que ça permet de réinterroger aussi la question de cette classe hors environnement. Ça permet de revisiter, au fond, la notion de qu'est-ce qu'un enseignement, qu'est-ce qu'une classe. Où est-ce que les élèves sont le plus en prise avec le monde qui les entoure? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, moi, je veux bien, par rapport justement à ce qui vient d'être dit, et puis par rapport aussi à un commentaire qui est passé qui disait finalement, on n'a pas le temps, on court après le temps dans la classe et on est contraint avec des programmes et tout ça. Et ça, je l'entends, c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Mais enfin, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que sortir de la classe, ça peut devenir une habitude.
le premier jour, le deuxième jour et tous les jours. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rituel qui dit que la première demi-heure de la classe, c'est on est dehors dans la cour. Alors, soit on a de quoi regarder cette nature, soit on l'a fait entrer dans l'école. Hein. Nous, on a proposé des dispositifs de plantation de haies dans les écoles avec le dispositif 1, 2, 3 plantés, dont je mettrai le lien dans le chat si vous voulez. Donc, prendre le temps de sortir. Et alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on est dehors, le temps, enfin, la vie va moins vite. Moi, c'est un moyen de toucher du doigt la slow life qui est absolument extraordinaire. On est dans un monde perpétuel de compétition, de rapidité, de vitesse, de performance, et c'est ça qu'on apprend aussi dans nos classes, parce que c'est comme ça que nous, on a été élevés, on nous a éduqués comme ça. Et je pense qu'il est grand temps de freiner, de revenir en arrière et de regarder la nature comme une source de solution à ce monde qui s'effrite. Et je ne saurais que vous conseiller d'aller regarder un écran pour une fois, encore une fois, mais regarder les conférences d'Olivier Amand sur l'école urbaine de Lyon, des conférences sur l'anthropocène et sur ce qu'il appelle la troisième voie du vivant, qui est peut-être source de solution dans notre monde de changement global. Oui, je trouve aussi qu'il y a un confort à dire on n'a pas le temps. Enfin, je suis professeur de musique, c'est 55 minutes par semaine, dont l'installation dans la classe. Donc, si une discipline n'a pas le temps, c'est la mienne. C'est ce qui est quand même très embêtant quand on fait de la musique. On a besoin du temps qui revient. Mais c'est quand même un confort et je crois qu'il y a un vrai pas à faire. Et je reprends à nouveau cette citation. Je suis d'ailleurs pas sûr que ce soit de Célestin Freinet, je n'en ai pas retrouvé en préparant l'origine. Mais sortez le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, vous aurez envie de... Ça sera une nécessité. Mais voilà, on fabrique aussi sa façon d'être enseignant. Quoi. Et les programmes n'ont pas une adaptation peut-être extraordinaire à ce que l'on voudrait faire, quoi. Est-ce que, je vais vous poser une question qui est collective, vous allez donc répondre individuellement quand même, mais on arrive presque au bout de cette table ronde. D'abord, pardon Ben, je voulais t'interroger une dernière fois, pardon, et puis ensuite je vous poserai une question collective. Ben. Oui, non, là encore, hein, beaucoup d'accords dans le chat à propos de tout ce qui a été dit. Hein. Voilà, c'est effectivement les pistes à suivre. Moi, je voulais me faire un peu l'avocat du diable en termes de moyens financiers. Par rapport, alors évidemment, sortir dans la cour, etc., c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais c'est quand même parfois le nerf de la guerre pour organiser une classe transplantée, pour organiser pour des petits citadins, pour partir un peu loin. Nous, par exemple, cette année, on n'a pas pu partir en classe de neige pour des questions financières, quoi. Et ça nous arrive un coup sur deux, en fonction des municipalités, alors c'est très terre à terre, pardon de saper un petit peu l'ambiance, mais c'est comment on peut quand même pouvoir sortir, et est-ce que cette question du moyen est un faux problème ou pas, voilà, tout simplement. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, je vais vous poser une question. Je peux peut-être dire un mot. J'aimerais bien que vous parliez aussi, Jean-Claude, puisque, pardon de vous interrompre, du problème qui a été évoqué par Catherine, du temps. Parce qu'en fait, sortir, c'est aussi observer une oscillation, quoi. Quelque chose qui... J'allais le faire. Mais voilà. Je l'ai évoqué pour le ciel, hein, c'est-à-dire au fond cette éternité extraordinaire et puis l'expansion de l'univers, hein, qui ne cesse de... Et c'est la même chose, c'est regarder de la nature, c'est regarder un état d'équilibre, alors que ce qui est très intéressant, c'est de penser aux oscillations des rapports prédateur-proie, au modèle de Turing, c'est-à-dire tout est en permanence en train de bouger. Et la première impression que nous avons quand nous regardons à cause des échelles temporelles, les mouvements des plantes, les mouvements de la géologie, on a l'impression que tout est immobile. La Terre est ce qu'il y a de plus ferme. Et on oublie que les plaques tectoniques dérivent, que rien n'est ferme, que tout bouge, que tout évolue. Donc c'est un point important. Mais je pense que ce que disait
Catherine Laine, sur le temps, a des résonances extrêmement importantes. Et peut-être que sur l'argent, c'est lié. Hein, on dit que le temps, c'est de l'argent. La question, c'est quel temps on se donne et qu'est-ce qu'on se donne d'un point de vue économique, c'est-à-dire au fond, quelle priorité on se donne. Et je pense que le temps manque, non pas seulement en classe, non pas seulement à l'école, mais il manque à l'hôpital. La tarification à l'activité fait que c'est l'acte technique qui est remboursé et tout le temps passé à dialoguer, à comprendre, à accompagner, c'est considéré comme de l'argent perdu pour l'hôpital parce qu'il faut que ça aille vite. La justice n'a plus le temps. Et c'est à la fois des questions d'argent et des questions de temps. Donc, je crois que la question, ce n'est pas tant combien de temps ça prend et combien ça coûte, c'est quel effort, qu'est-ce que nous croyons important et quel effort voulons-nous faire. Or, dans ces dimensions, l'école, comme la recherche, comme la prévention, qui est très déficitaire dans notre pays, on soigne, on répare, on évalue les hôpitaux, mais on consacre moins de 3% du budget de santé publique à la prévention. Tout ça, c'est construire l'avenir. Et donc, si on n'a pas de temps et d'argent pour la recherche, pour l'exploration de l'inconnu, pour l'école, l'avenir des jeunes, pour la prévention, etc., ben, ça veut dire qu'on n'a pas de temps pour la construction de l'avenir. Et on revient à ce qu'on disait, la citoyenneté, la participation à la construction du monde. Donc, je crois que cette question du temps, elle est importante et elle est transversale. Pas simplement parce qu'on court à droite et à gauche, mais parce qu'on ne fait pas l'effort de se dire quelles sont les priorités qui demandent du temps, qui demandent qu'on réfléchisse, qui demandent qu'on s'arrête, et quelles sont les activités qui ne demandent pas spécialement qu'on prenne du temps. Donc, je crois que c'est une question très, très importante, et à mon sens, la question du financement est une question supplémentaire. Si je vais vous donner un exemple qui, pour moi, et je pense qu'on peut l'appliquer aux écoles sans doute aussi d'une autre façon. En termes de santé, on évalue toujours ce que ça coûte. Mais la Banque mondiale et le Fonds monétaire international évaluent ce que ça coûte pour un pays qui n'a pas de système de santé de ne pas en avoir un. Ça coûte, même en termes économiques, ça coûte de ne pas avoir de système de santé. Et donc, la santé apparaît comme quelque chose de très étrange, qui coûte quand on n'en a pas et qui coûte quand vous l'avez. Et donc, il est évident qu'il y a quelque chose dans cette représentation économique qui échappe, c'est-à-dire en fait tous les bénéfices qui existent, le fait d'avoir que tout le monde soit en bonne santé, ou que le plus de gens possible soient, c'est évidemment en termes humains extrêmement important, mais c'est extrêmement important aussi en termes économiques. Et je pense que c'est un peu la même chose à l'école. Si on ne regarde que les dépenses, alors tout coûte trop cher. Et un bon système, c'est un système où il n'y a pas d'éducation parce qu'il coûte moins cher. Donc, je crois, qu'est-ce que ça rapporte l'école à un pays? Qu'est-ce que ça coûte à un pays de ne pas avoir de bonne éducation? Et même d'un point de vue économique, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, je crois que la question du temps et la question économique sont des questions liées, sont des questions assez transversales. Oui, merci Jean-Claude. Je peux rebondir. Oui, moi aussi. Alors, voilà, donc c'est ça. Moi aussi. Donc, je ne vous poserai pas la question. Je voulais vous poser une question à tout le monde. C'est, y aurait-il un sujet que vous auriez aimé que nous abordions et qui ne l'a pas été? On n'aura pas le temps. Ça restera dans le secret des âmes. Mais alors, rebondissez très rapidement. On va s'arrêter à 11h05 et il faut préparer les ateliers. Voilà. Je ne sais plus qui voulait rebondir. Aurélie, peut-être. Oui, Aurélie, je crois. D'abord, Isabelle Chouine, peut-être. Mais je voulais rebondir Isabelle. sur ce que venait de dire Jean-Claude Amezen sur l'école et l'hôpital, qui me permet d'aborder un point qu'on n'a pas abordé sur les contenus d'apprentissage, pour dire que une nature, une biosphère en mauvais état coûte aussi énormément plus cher que de restaurer cette nature. Donc, on est exactement dans la même logique. Et du coup, voilà, ce que je trouve aussi important à dire aux élèves, hein, et il faudrait l'inclure, je pense, dans leurs apprentissages, c'est toute notre relation, nous, les êtres humains, au reste du monde vivant, et comment nos activités affectent le reste de la biodiversité et pourquoi cela affecte en retour notre bien-être. Parce que je pense qu'on ne leur explique pas tout ce que sont les contributions de la nature au bien-être humain. On appelle ça maintenant contribution de la nature au bien-être humain, on appelait ça avant les services écosystémiques.
Beaucoup de ces contributions ne sont pas chiffrables, bien que on essaye de le faire, mais je pense que voilà, beaucoup de ces contributions restent très difficiles à chiffrer. Elles ont un impact économique, comme expliquait Jean-Claude, aussi pour l'hôpital et l'école. Et ça, je pense que ça manque cruellement dans les programmes. Et je voulais dire, pour terminer, que le cadre des objectifs de développement durable offre, je trouve, un excellent cadre pour expliquer les choses aux élèves et leur faire prendre conscience aussi de la complexité des interactions et la complexité des conséquences en fait, de nos activités, parce que certaines de nos activités peuvent être... certaines de nos actions peuvent être bénéfiques, être positives pour un objectif et contre-productives pour un autre objectif de développement durable. Voilà, et ça permet de réfléchir aux connexions, aux différentes connexions entre nous, les êtres vivants, l'environnement, nos activités. Voilà, donc j'aimerais bien que quelqu'un un jour réussisse à produire des contenus ou des jeux pédagogiques autour de ces objectifs de développement durable, parce que je pense qu'ils ont qui permettraient de réfléchir en dehors de la boîte. On va devoir, il y avait Aurélie et puis Catherine, mais tellement vite que vraiment... En une seconde. Vas-y Aurélie, et moi en 2 secondes après. D'accord. Sur la question du temps et de l'espace qui concerne l'école, en fait, l'école est structurée sur une séparation du temps et de l'espace. Et donc, c'est en cela que faire des activités dans la nature, etc., ça interroge finalement l'école et ses finalités, la manière dont elle fonctionne. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un grand intérêt à végétaliser et à amener de la nature dans l'école. Parce que c'est là où peut-être on va gagner du temps. Oui, il y a un article des responsables des affaires scolaires de Grenoble dans le cahier 570 que vous avez, cahier pédagogique 570 que vous avez coordonné. Dernière prise de parole, Catherine. Oui, voilà, ça va aller dans le même sens parce que moi, je voulais juste revenir sur cette question de l'argent ou comment on fait, ça coûte cher. Moi, je pense qu'il faut être modeste déjà dans ces projets et dans ces idées de classe dehors. Modeste, ça veut dire sortir dans la cour, effectivement, ça coûte rien. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Donc, effectivement, soit on monte des projets où on fait arriver un petit peu de nature, un petit peu de vert, un petit peu de biodiversité dans cette cour d'école qui est complètement bétonnée. Et le deuxième point que je voulais dire, soyons modestes et soyons ouverts sur la société. Les écoles, elles dépendent des communes. Ce sont les communes qui peuvent apporter un petit peu d'argent pour ces projets-là. Et si ce n'est pas de l'argent, c'est des bras, c'est les employés municipaux. C'est en tout cas une participation de la commune aux activités de l'école. Et encore au-delà de ça, le dernier point, j'arrête, c'est aussi de convoquer la société, c'est-à-dire convoquer les familles, convoquer les grands-pères. Il y a peut-être dans les familles des élèves des gens qui seraient capables de venir faire une animation nature, tout ça. Et donc, je reboucle en disant tout ça, c'est soyons modestes. On n'est pas obligé de sauver le monde quand on se dit on va aller faire la classe dehors. On peut faire des choses simples et tellement porteuses avec lesquelles on peut regarder et étudier la nature avec plein de lunettes différentes, que ce soit celle des sciences, celle de l'esprit critique, celle de la relation à l'autre, etc. Merci. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre participation. Désolé pour ce retard, donc nous avons pris dès le début. Merci Ben à toi. C'était une belle conclusion en fait qui nous amène à faire soyons imaginatifs.